Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de décryptage sur les nouveaux résultats du premier tour des élections législatives en France. Selon les dernières estimations, c'est le Rassemblement national, le parti d'extrême droite, qui est en tête des chiffres avec 34%, suivi du nouveau Front populaire, l'extrême gauche, et un peu de la divers gauche, avec 29,1%. Et enfin, la majorité présidentielle récolte que 21%. C'est une nouvelle carte politique en France. Faisal Mataoui, bonsoir. Sofiane Baroudi. Nous avons également avec nous plusieurs intervenants, une émission de 2 heures qui va décrypter pour Al24 toute cette journée un petit peu historique et un petit peu controversée pour la politique française. Alors, Faisal Mataoui, ces chiffres étaient un petit peu attendus. Quel avenir aujourd'hui pour la politique en France ? Moi, je pense que la France maintenant bascule dans l'inconnu. Parce que c'est la première fois que ce parti d'extrême droite, parce qu'il faut rappeler que le Rassemblement national, ex-Front national, créé par Jean-Marie Le Pen, qui était pendant la guerre de libération nationale en Algérie un soldat tortionnaire, tout le monde le sait, les historiens le confirment. Ce parti, depuis sa création au début des années 70, n'a jamais réellement gagné une élection. Il a gagné les élections européennes pour faire partie du Parti populaire européen, donc l'extrême droite européenne. D'une part, ça confirme une tendance ces dernières années, c'est la tendance que l'Europe, une bonne partie de l'Europe, certains pays de l'Europe se rapprochent des idées extrémistes, xénophobes, qui rejettent les étrangers. Il y a des partis qui gouvernent déjà dans certains pays comme la Hongrie, l'Italie et d'autres pays. Qu'il y a des avancées aussi des partis extrémistes comme au Danemark, en Allemagne. Et donc cette victoire, elle est historique pour l'extrême droite française. Mais je ne pense pas qu'elle est historique pour la France, parce que l'avenir est incertain dans la mesure où aucun parti n'a eu la majorité absolue. 30%, à peu près 30%, 34% pour les uns et les autres. C'est une défaite du camp macroniste, du président Macron, de l'alliance ou de la coalition ensemble. Ça veut dire que c'est une question qui se pose maintenant à tous les politiciens, à tous les politologues. Pourquoi dissoudre un Parlement pour perdre les élections après ? C'est du jamais vu dans l'histoire de la politique. Le président Macron, en prenant la décision... C'est un pari risqué. Il a pris... oui, il a basculé dans l'aventure. C'est vrai qu'à un moment donné, la France a connu des moments de cohabitation à l'époque du président Chirac. Mais cette cohabitation aujourd'hui, elle paraît presque impossible. Parce que aucun parti n'a eu la majorité absolue. Donc, pour créer un gouvernement et pour avoir un Premier ministre, il va falloir aller par des coalitions. Et si on fait des calculs des autres partis ou des autres forces politiques qui constituent le paysage politique français, il est pratiquement impossible de constituer cette coalition, même si les macronistes s'allient avec l'extrême gauche, si vous voulez, le nouveau Front populaire, il serait impossible pour eux de gouverner. Donc on verra ce qui va se passer le 7 juillet. Je ne pense pas que les choses vont changer, sauf s'il y a un appel massif de toutes les forces vives de la nation française pour barrer la route de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, de toute façon, va mener la France vers le chaos, parce qu'elle n'a aucune vision par rapport aux relations avec les pays, avec l'extérieur. La seule vision qu'elle a, c'est de jeter les immigrants dehors. C'est un parti qui veut remettre en cause le droit du sol, un droit qui existe en France depuis le XVIe siècle, qui veut arrêter des aides aux migrants, aux personnes les plus démunies. Donc le programme de l'extrême droite française est connu. Donc comment un parti avec de telles idées, qui rejette l'autre, qui n'aime pas l'autre, qui remet en cause tout l'héritage, si vous voulez, de la France des Lumières, comment va-t-il pouvoir gouverner la France ? Je pense que c'est réellement l'inconnu pour ce pays. Sofiane Baroudi, Faisal Mataoui parlait justement d'inconnu pour l'avenir de la France. Aujourd'hui, nous avons surtout un nouveau paysage politique qui se démarque du paysage politique qui a dominé pendant plus de 40 ans, je dirais, entre la gauche et la droite. Alors, on va dire que ce paysage politique était déjà, si vous voulez, on avait déjà une illustration, alors on avait déjà des contours très très clairs sur la nouvelle reconfiguration, non seulement en France, mais sur tout le vieux continent.
où il y a une résurgence des questions identitaires et de la fameuse question des nationalités qui a fait tant de mal à ce continent, notamment à travers la Première et la Seconde Guerre mondiale. On rappellera par exemple que le conflit ukrainien est aussi fondamentalement une question identitaire. Au départ, l'opération spéciale russe en Ukraine a été mue par la défense des minorités russophones et du côté ukrainien, l'ultranationalisme est très très prégnant. Je pense que ce conflit a beaucoup influencé, si vous voulez, la montée en puissance des courants identitaires. Ce qui se passe sur tout le continent européen, notamment à travers les dernières élections européennes qui ont été remportées par des partis qui sont des partis d'extrême droite eurosceptiques, paradoxalement, et, si vous voulez, confirmé par actuellement l'essor du Rassemblement national en France. Bon, on avait déjà, comme je le disais, les élections européennes. Même les élections législatives de 2022 avaient donné un Parlement qui était ingouvernable pour le président français Emmanuel Macron, vu qu'il avait deux blocs d'opposition. Un bloc d'opposition à sa droite via le Rassemblement national qui avait déjà plus de 80 députés et un bloc via la NUPES à l'époque à sa gauche. Je pense que cette configuration actuelle promet aussi, si vous voulez, son lot de blocage institutionnel et il faudra attendre un deuxième tour qui sera un deuxième tour très très intense qui peut conduire à une crise politique très profonde. Alors, avant de prendre attache avec nos amis analystes de Paris, nous allons écouter les premières réactions politiques à ce scrutin. Bien sûr, la première réaction qui est sortie, disons-le, celle de la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, suivie de Mélenchon. On regarde et on revient au débat. 7 ans d'indifférence écologique sous l'autorité erratique et méprisante du président de la République, le pays a été mis tout soudain au défi d'une dissolution précipitée. Le président Macron pensait enfermer de nouveau le suffrage universel, l'opinion, dans le choix étouffant dont plus personne ne veut, lui ou le RN. Un vote massif a déjoué le piège qui était tendu au pays. Ce vote a infligé une lourde et indiscutable défaite au président, à ses candidats et à la prétendue majorité présidentielle. Ce soir, une seule chose est certaine en matière de primature, M. Attal ne sera plus Premier ministre. La formation du nouveau Front populaire il y a 3 semaines, en à peine 24 heures. Ses candidatures communes dès le premier tour, son programme partagé. Et aujourd'hui, le bon de la participation ont déjoué le piège. Il faut souligner que le progrès considérable du retour aux urnes se réalise grâce à l'action massive et à l'engagement de la jeunesse et des quartiers populaires. Je veux solennellement remercier les dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui se sont mobilisés avec nous pour rendre cela possible. À présent, nous allons vers un deuxième tour d'une exceptionnelle intensité. Le pays doit choisir. Va-t-il aggraver le pire de ces divisions, celle des inégalités sociales, celle des différences de religion, de couleur de peau, d'origine sociale ou géographique? Ou bien va-t-il se rassembler pour ne former qu'un seul peuple, se consacrant à l'entraide et au bien commun sans conditions préalables? La démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Tout d'abord, comme responsable politique, je me félicite
de la participation si élevée qui donne une force particulière au résultat de ce soir. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat, première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir. Pour autant, rien n'est gagné et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine, dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale, pour lancer dès la semaine prochaine le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale. En démocratie, rien n'est plus normal et sain que l'alternance politique. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Voilà, c'était les deux réactions des principaux, disons, leaders de la soirée électorale aujourd'hui. Bien sûr, Marine Le Pen, qui est première dans les sondages, suivie du Front populaire de Mélenchon et de la divers gauche. Aujourd'hui, la France est dans un nouveau paysage politique. Nous avons avec nous Sébastien Perimoni, analyste politique. Sébastien, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, première réaction à ces résultats. Et aujourd'hui, comme dirait notre ami Faisal, la France est dans une inconnue politique. La France n'est pas dans une inconnue. Moi, mon analyse, si vous voulez, j'ai été candidat pour les élections des Français de l'étranger dans la 9e circonscription, qui inclut l'Algérie. Et le premier thème de ma campagne, c'était d'éviter et de mettre en garde contre les guerres de l'OTAN et en particulier le danger de guerre mondiale. Or, aujourd'hui, si on regarde les 3 camps qui s'affrontent dans notre pays, l'extrême gauche, l'extrême centre et l'extrême droite, dans les 3 cas, ils sont pour continuer la livraison d'armes à l'Ukraine, pour continuer le conflit vis-à-vis de la Russie, franchir chaque jour des lignes rouges. Et ça, je pense que c'est le grand danger de notre époque. On voit même M. Glucksmann qui veut bombarder la Russie, clairement. Donc on a malheureusement 3 partis aujourd'hui qui sont complètement inconscients et mènent notre pays à une catastrophe qui est bien par-delà les élections. Ensuite, si on prend le cas du vainqueur, je vais revenir sur ce qu'a dit l'intervenant précédent. Vous savez, en effet, on est passé du Front National, vous savez, on se rappelle tous du Durafour crématoire, hein, des pères fondateurs du Front National qui étaient SS ou OAS, avec Jean-Marie Le Pen, à ce qu'a déclaré Marine Le Pen la semaine dernière, le 29 mai, hein, où elle a dit que le Rassemblement national avait toujours été sioniste. Donc voilà. Donc un parti de caoutchouc qui a été ultralibéral, puis protectionniste, puis anti-euro, anti-OTAN, et puis maintenant qui s'est totalement soumis à la politique de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc c'est un parti qui s'est adapté pour réussir. C'est devenu le plan B de l'oligarchie financière qui est revenu sur toutes ses promesses de campagne. Il y a une forme de mélonisation, si vous voulez, du parti du Rassemblement national. Pour moi, c'est pas une dédiabolisation, c'est une soumission à l'ordre établi. Et on le voit par le fait que ce parti ne veut plus sortir de l'OTAN, sortir de l'euro, se soumet justement à la politique de guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, malheureusement, remporte cette élection. Mais au-delà, Monsieur Perimoni, au-delà de votre analyse internationale, je voudrais un petit peu revenir sur le contexte français, local. Que représentent ces résultats pour la France aujourd'hui? Ce qu'ils représentent, c'est que, si vous voulez, c'est la fin d'un temps, la fin d'un règne. C'était le règne de Macron, si vous voulez, qui avait été, encore une fois, quelqu'un qui a été fabriqué par les médias, qui avait été mis en place presque à la surprise générale, on va dire. Hein. Il n'était ni de gauche, ni de droite.
Ils voulaient tout faire en même temps, donc ça a beaucoup séduit à l'époque. Le bilan, c'est les gilets jaunes, les agriculteurs dans la rue, un pouvoir d'achat qui a diminué, une hyperinflation, une dette qui a explosé. Donc on est passé du Mozart de la finance au tocard de l'économie. Et donc aujourd'hui, c'est une fin de règne. Et donc on se retrouve avec un paysage politique qui est complètement explosé, avec le parti présidentiel qui fait à peu près 20%, c'est-à-dire la moitié, quasiment la moitié de ce que fait le Rassemblement national, et même l'Alliance, qui est une alliance électorale, du nouveau Front populaire qui est totalement bancale, pas simplement sur la question du programme, mais sur la question de l'Alliance en tant que telle, aujourd'hui qui se retrouve devant. Donc en effet, on vit la fin de l'ère Macron, et en effet, la situation à l'Assemblée nationale va être chaotique, parce qu'on sait très bien que le Front national, tout va dépendre si le Rassemblement national va avoir la majorité absolue et pouvoir faire des réformes et pouvoir éventuellement montrer ce qu'elle est capable de faire, ou alors on n'aura aucune majorité absolue parce que le nouveau Front populaire ne peut pas avoir de majorité absolue, et donc on aura une sorte de période transitoire en attendant l'année prochaine de nouvelles élections, voire une annonce de démission du président d'ici quelques mois par impossibilité de gouverner le pays. Oui, si on revient à votre analyse, M. Perimoni, vous étiez candidat justement à la députation pour les Français de l'étranger. Aujourd'hui, que représente ce résultat si le RN va dominer et devenir gouverner, si on veut dire, et que va devenir un petit peu cette relation de la France avec l'étranger, notamment le Maghreb? Je crois que ça a été dit. Je pense que sur les questions internationales, le Rassemblement national est très peu, on ne va pas dire incompétent, elle peut s'entourer de personnes compétentes, en tout cas des positions qui sont quand même très très légères à tous les niveaux. Donc je pense qu'on l'a vu, Marine Le Pen essayer un rapprochement avec l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, lorsqu'elle a fait un déplacement au Sénégal. On sait très bien qu'elle a très peu de relations avec les autres pays du Maghreb, bien sûr, mais aussi d'Afrique de l'Ouest, à l'exception du Sénégal. Et donc, c'est une question, en effet, la politique étrangère du Front National, qui, comme je l'ai dit, est un des points les plus flous, si vous voulez, de la candidature. Moi-même, la candidate Rassemblement National, qui était candidate contre moi, on va dire, dans la 9e circonscription, était une hypnothérapeute. Donc, on n'a pas vu le moindre programme sortir de sa candidature, donc ça laisse présager quand même un manque de préparation par rapport à la politique étrangère et la politique internationale, en particulier de ce potentiel gouvernement Bardella. Merci Monsieur Perimoni, restez avec nous. On va poursuivre le débat avec Monsieur Youssef Boussoumah, analyste politique à partir de Paris. Monsieur Boussoumah, vous avez souvent intervenu sur le plateau de N24 pour justement exprimer vos inquiétudes face à la montée justement de l'extrême droite. Aujourd'hui, vous avez un paysage politique qui était un parti macroniste du centre et qui aujourd'hui, la France est divisée entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Monsieur Youssef. Oui, vous avez parfaitement raison de le dire. Je crois que c'est une crise extrêmement grave que traverse le pays. Pour moi, c'est la 4e grande crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis le régime de Vichy, depuis l'occupation. La 4e grande crise. La première, c'était 56. Et donc, ces crises sont toutes liées, et c'est intéressant d'observer, ces crises sont toutes liées à la question coloniale, en vérité. C'était 56. Le début, l'engagement réel de la guerre d'Algérie pour la France avec la conscription, les plats pouvoirs à Guy Mollet, etc. Grande crise. Ensuite, c'était 58, l'arrivée de De Gaulle, grande crise politique également, qui divise. Ensuite, c'est évidemment le putsch d'avril 61, très grave crise politique, évidemment. 68 n'a pas été vraiment une grande crise. C'était vraiment quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre d'une crise de rattrapage. Mais la crise actuelle, il faut le dire, c'est une crise qui est aussi en rapport avec les relations de la France avec l'étranger. Et il n'est pas anodin de signaler qu'un grand nombre d'animateurs de tout ce qui est le Rassemblement national sont des anciens d'Algérie française.
Vous m'entendez? Oui, je vous entends, la connexion est un peu mauvaise. J'aimerais bien justement revenir au débat avec vous. Est-ce que vous considérez que ce résultat met en péril un petit peu la politique en France, met en péril surtout l'avenir toute une génération qui a connu des années 80 la montée du PS, après le retour des Républicains et enfin les macronistes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec deux extrêmes politiques. Bien sûr, le nouveau Front populaire est plus attendu parce qu'il préserve ce qui reste de la gauche. Oui, alors, sur l'idée des deux extrêmes, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le programme populaire, somme toute, est un programme qui est très modéré, qui n'est même tout pas tout à fait. Même au niveau du programme de Mitterrand en 81, vous savez, il n'y a pas de grande nationalisation, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, c'est un programme social-démocrate qui préserve l'essentiel, mais c'est important de le dire, c'est un programme qui est réellement antiraciste. Je le dis vraiment. C'est-à-dire que c'est un programme qui dénonce malgré tout un certain racisme qui est en France, qui est devenu quelque chose de vraiment absolument terrible, une islamophobie galopante, c'est le grand sport national. Et puis aussi, c'est aussi un programme qui prend position pour le peuple palestinien, pour ses droits, et qui veut revenir sur l'histoire coloniale de la France. Alors, on peut très bien considérer, certains peuvent très bien considérer que c'est pas encore suffisant, mais c'est un programme qui n'est pas du tout un programme extrémiste. D'ailleurs, un certain nombre d'économistes qui sont pas pourtant des économistes, disons, on va dire, d'extrême gauche, approuvent le programme en disant que c'est un programme tout à fait, ce sont des économistes libéraux même, qui disent que c'est un programme tout à fait acceptable et autres. Alors, il faut faire attention parce que c'est M. Macron qui veut apparaître comme le sauveur du pays, et je pense qu'il a provoqué quelque chose de catastrophique, d'absolument catastrophique. Il a ouvert une porte. M. Macron, il ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Cela dit, nous inquiétons parce que nous pensons savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Et cette porte, disons-le, c'est réellement le fascisme. Ce n'est pas un mot que j'utilise à la légère. Le programme du Front National, je vais vous dire une chose, la plupart des gens qui votent Front National se fichent éperdument du programme du Front National. Ils ne le connaissent même pas pour la plupart. Monsieur c'est un programme. Monsieur Boussoumah, moi je suis tout à fait d'accord avec votre analyse et je la conforte. Si on regarde très bien les résultats, c'est surtout une victoire pour le nouveau Front populaire. Parce que c'était, quand je dis l'extrême gauche, c'était quand même un parti de l'extrême gauche qui aujourd'hui devient le deuxième parti de France. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu à faire une sorte de partie de poker, où chacun a sa partie. Monsieur Macron s'est dit, d'ailleurs il l'a déclaré, le journal Le Monde l'a rappelé, Macron se vantait il disait qu'il avait jeté une grenade dégoupillée dans les gens de la gauche et que tout ça allait exploser et qu'il serait incapable de faire l'unité. Et la grande habileté, et je tiens à le dire, c'est grâce à Mélenchon, c'est absolument grâce à monsieur Mélenchon, ils ont réussi à faire une alliance en 2 jours, ce qui était absolument impensable. Alors avec des concessions, c'est vrai, pas mal de concessions, notamment au Parti socialiste, qui s'est vu accorder une centaine de circonscriptions. Mais en tout cas, cette unité de la gauche a permis à la gauche d'arriver en ordre uni et non pas dispersé. Si cette unité n'avait pas été réalisée, le paysage aujourd'hui serait absolument terrible, terrible en France. On aurait un super Front National, d'accord, et puis on aurait des partis de gauche complètement émiettés, dispersés et autres. Alors, sans doute, et votre intervenant précédent, et je partage ce qu'a dit votre intervenant précédent concernant la guerre, la question de la guerre, malheureusement, qui va être une question importante les mois qui viennent, est laissée un peu de côté. On sait très bien que la FI n'est pas du tout partisane, en réalité, au fait de transférer des armes à l'Ukraine, voudrait une solution de paix, mais la FI a été obligée de faire cette concession. Là-dessus, je suis d'accord, c'est l'angle mort un petit peu, mais sinon, sur le reste, vous avez raison de signaler que malgré tout, cette gauche arrive en 2e position. Et en tout cas, je pense que le second tour nous réserve des surprises. Je pense qu'un certain nombre de députés feront quand même barrage au Front National, y compris des députés macronistes. On voit bien que même du côté macroniste, c'est la cacophonie. Entre Édouard Philippe ou d'autres, ils ne disent pas la même chose. Attal, ils ne disent pas la même chose. On a des députés macronistes qui sont absolument décidés
y compris à voter pour la gauche, pour empêcher le Front National, le Rassemblement National d'arriver au pouvoir. On a aussi quand même, ne l'oublions pas, parmi les Républicains, ils vont être encore davantage divisés. N'oublions pas que les Républicains, c'est quand même un parti qui vient du gaullisme, et n'oublions pas que le Rassemblement National a été construit par des gens qui ont voulu assassiner De Gaulle, quand même. C'est quand même assez... C'est des gens qui soutenaient le putsch des généraux d'Alger. Donc, je veux dire, la guerre d'Algérie est vraiment très présente dans cette élection. Hein. Certains voudraient jouer Monsieur jeu de la guerre Boussouma. d'Algérie. Oui, Monsieur Boussouma. Restez avec nous, on revient, on fait une courte pause et on revient au débat. Merci d'être avec nous dans cette édition spéciale d'analyse du premier tour des législatives en France. Avant de poursuivre le débat, on va regarder la réaction de Gabriel Attal, le chef du gouvernement français. Nous avons la conviction sincère que nous portons un combat juste, un combat fort, un combat nécessaire et indispensable. Mais ce soir n'est pas un soir comme les autres. Vous me connaissez, je n'irai pas par 4 chemins. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Et donc, notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Voilà, c'était la réaction de Gabriel Attal. Je peux dire que le chef du gouvernement partant, du gouvernement Macron, Faisal Matawi, c'est un aveu d'échec, mais également un appel au vote pour le parti de la majorité populaire. En tout cas, contre le Rassemblement national. Oui, parce que je pense que dans la stratégie électorale du président Macron, c'était d'avoir un face-à-face Rassemblement national, coalition ensemble, donc la coalition qui le soutient. Mais visiblement, on avait peut-être fait de mauvais calculs, mais il était évident qu'un parti qui est sorti vainqueur des élections européennes allait remporter les élections qui venaient après, si elles étaient proches. Et c'est le risque qu'a pris donc le président Macron avec la dissolution du Parlement. Et là, comme les intervenants auparavant l'ont expliqué, une fois élue, la nouvelle Assemblée ne peut pas être dissoute qu'après une année. Et donc, comment on va gouverner un pays, c'est avec 2 blocs qui sont dans l'antagonisme. Certains rappellent, Sofiane, la crise de la Deuxième République en 1848, lorsque le pays était pratiquement ingouvernable aussi à l'époque, parce que il y avait beaucoup de divisions, et ces divisions, ces polarisations sont aujourd'hui très très claires. Je pense, Salim et Sofiane, que la première leçon à retenir de ces élections, d'abord, c'est la faillite de la droite classique, parce que Éric Ciotti a choisi de faire alliance avec l'extrême droite. Peut-être qu'il les a aidés un peu dans cette mini-victoire, parce que ce n'est pas la victoire totale. Deuxièmement, Jordan Bardella qui s'est présenté presque... Parce que là, en parenthèse, Salim, certains observateurs ont remarqué que ces élections législatives, cette campagne électorale accélérée, avait l'allure d'une élection présidentielle. Gabriel Attal a fait tout pour que le président Macron n'apparaisse pas. C'est une stratégie de communication. Et Bardella se présente comme une alternative. Et je pense que le danger pour la France, ce sera les prochaines élections présidentielles. Parce que les élections législatives, c'est toujours possible de gérer d'une manière ou d'une autre. Je pense que le président, en exercice, il a plusieurs instruments. L'un des instruments, c'est de déclarer l'état d'urgence. Parce que quand le pays devient ingouvernable, il y a deux solutions, l'état d'urgence ou la démission du président. Et certains déjà, durant la campagne, on en parlait. Et le président Macron lui-même a fait des déclarations qui ont fait peur aux Français.
c'est de dire que le pays s'achemine vers une guerre civile, parce qu'il avait parlé des extrémistes. Je pense que tout ce climat fait qu'aujourd'hui, la France est au bord de beaucoup de questionnements. C'est vrai qu'elle avait connu des crises institutionnelles et politiques par le passé, mais là, c'est inédit, l'extrême droite qui est aux portes du Parlement. Je ne pense pas, sincèrement, que l'extrême droite aura la majorité absolue, parce que Bardella, rappelez-vous, avait déclaré que si je n'ai pas la majorité absolue, je ne vais pas être Premier ministre. Donc cette majorité absolue n'aura pas lieu. Que faire dans cette situation? Faire des coalitions, la coalition entre Ensemble, du parti Macron, du parti du président Macron et le nouveau Front populaire, est-ce qu'elle aura lieu alors qu'ils sont donc il y a des divergences sur plusieurs questions. Donc c'est vraiment des inconnus et des inédits pour la France dans le futur. La chose positive, à mon avis, Salim, c'est la participation. Je pense que c'est une participation record. Elle était de 25% à midi, presque 60% vers 17h. C'est la plus importante depuis 1978. Est-ce que c'est les jeunes des quartiers, comme évoqué par M. Mélenchon, les quartiers populaires, les jeunes qui sont allés voter? Mais on aura constaté, Salim, que par exemple dans le département de Seine-Saint-Denis, c'est un département où il y a beaucoup de Français d'origine étrangère, c'était le taux de participation le plus faible. Est-ce que les étrangers ou les Français d'origine étrangère ne vont pas voter? Est-ce qu'ils vont aller voter massivement en faveur du nouveau Front populaire le 7 juillet prochain? C'est des grandes questions qui sont posées actuellement à la France. Alors justement, selon l'IFOP, 66% de participants à ces législatives, c'est 18% de points, 18% de plus qu'aux législatives de 2022 et surtout 14,51 points de plus qu'aux élections européennes. Oui, ça veut dire que les Français, peut-être que les Français qui étaient hésitants, ont compris que leur pays est en danger. Et je pense qu'au deuxième tour, il va être plus élevé encore. Je pense que la participation sera plus importante parce qu'entre-temps, bien sûr, les médias, parce qu'il faut souligner le rôle joué par certains médias qui ont préparé le terrain à l'extrême droite. Nous en avons parlé dans l'émission Média Pro, Salim, et on en parle depuis presque une année, que des chaînes comme CNews ou BFM TV ont fait réellement le lit de l'extrême droite, en invitant des extrémistes, des personnes condamnées par la justice pour des actes de haine comme Éric Zemmour ou Bardella ou Le Pen à longueur d'année, avec un discours anti-étranger, anti-migrant, xénophobe, islamophobe. Finalement, ça va laisser des traces parce que le discours de Bardella et de ceux qui gèrent le Front National sur le plan économique, c'est un discours populiste. Améliorer le pouvoir d'achat des Français, réduire les factures d'énergie, supprimer les impôts sur la fortune pour les jeunes de moins de 30 ans, la retraite à 64 ans, etc., rester dans le nucléaire, réduire le budget pour l'Union européenne, et dire que la personne qui a intervenu auparavant a expliqué que c'est un parti réellement un parti en caoutchouc, qui évolue, qui change de discours chaque 10 ans, et qui, même dans son programme électoral, il y a des contradictions. Donc c'est un parti populiste qui s'adapte selon l'humour, selon l'ambiance du moment. Justement, Faisal, avant d'organiser cette émission, avant de commencer cette émission, on regardait un petit peu les débats sur CNews, Sofiane Baroudi, et il y a eu cette réflexion un peu maladroite de la journaliste de CNews qui regardait un petit peu le rassemblement du nouveau Front populaire à la place de la République, et elle a déclaré il y a un seul drapeau hissé parmi les Français, un seul drapeau français hissé, critiquant le fait qu'il y a beaucoup de drapeaux palestiniens, algériens et surtout sud-africains. Et bon, on peut dire qu'il y a vraiment eu un média bashing de la part de certains grands médias. Ça donne une idée un petit peu de la ligne de CNews concernant ces législatives. Je pense que la ligne est claire et établie, c'est-à-dire que le propriétaire, déjà Bolloré, a toute une histoire de lien avec la famille Le Pen qui n'est plus à préciser. Après, il y a aussi même l'ARCOM qui a enquêté, il y a des auditions parlementaires qui voulait démontrer que CNews faisait vraiment un travail idéologique pour, si vous voulez, normaliser ou alors dédiaboliser et même promouvoir les idées d'extrême droite, les idées xénophobes et notamment l'islamophobie. Et il y a eu aussi un média bashing contre le nouveau Front populaire très important. C'est-à-dire que déjà, les accusations d'antisémitisme ont été très très virulentes contre les dirigeants de la France insoumise. Et il y a eu aussi, on va dire, même un lynchage médiatique opéré contre certaines figures, notamment Lima Hassan, qui a été traité de tous les noms, y compris de terroriste. Lima Hassan qui est apparu
aux côtés de Mélenchon lors de la déclaration de sa victoire. Qui a été élu aux élections européennes, qui avait fait aussi un meeting très important qui a eu lieu à Montreuil. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu la première manifestation importante à Place de la République. Hier aussi, il y avait une manifestation, une marche blanche à la mémoire du jeune Naël, victime de la violence policière, qui a été un thème important aussi, la lutte contre la violence policière de type raciste, pour mobiliser la jeunesse des quartiers populaires. Et je pense que ça a réussi, parce que les chiffres du Nouveau Front Populaire et surtout les chiffres de la participation montrent que malgré le travail des médias masses, on va dire que la mobilisation a réussi partiellement. Il y a aussi de grandes personnalités musulmanes, comme le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui a appelé à la résistance, qui a multiplié les interventions, les articles, les tribunes, les pétitions. Il y a même l'ancien président François Hollande qui était candidat en Corrèze aussi, qui a donné aussi un certain poids au Front Populaire. Après, je pense que aussi, si vous voulez, il y a vraiment une crise très profonde, et que, mis à part les urnes, parce qu'il y aura un second tour très intense, il faut aussi s'attendre à une réaction de la rue qui peut être une réaction assez virulente. On a déjà eu des manifestations importantes. La semaine dernière, il y a eu des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a eu la première manifestation. On parle aussi à Lyon de confrontation entre des militants de gauche et des groupuscules identitaires d'extrême droite dès ce soir. Il faudra s'attendre aussi à une éruption dans la rue des tensions politiques. Alors, on va prendre attache avec Monsieur Sébastien Pérémoni. Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Alors, vous avez entendu, bien sûr, la réaction de Gabriel Attal, le Premier ministre du gouvernement Macron. L'extrême droite, aux portes du pouvoir, il appelle justement au vote pour le nouveau Front populaire. Est-ce que, d'après vous, c'est un petit peu un signe, disons, qui va renforcer la coalition de Mélenchon pour la grande victoire le 7 juillet ? Alors, c'est à double tranchant. Déjà, dire un mot sur Emmanuel Macron. Ciao Pantin. Vous savez, quand je l'ai vu débarquer au bureau de vote avec sa veste en cuir, sa casquette et ses lunettes de soleil. C'était Coluche, il était candidat à l'élection française dans les années 80. Oui, cette référence, Ciao Pantin. Donc voilà, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle ce soir. En effet, je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Sofiane sur le danger. Alors, peut-être que Macron a exagéré, je ne dirais pas de guerre civile, mais en fait, on sait qu'aujourd'hui, là, je crois déjà à Bobigny, dans certains endroits, il y a déjà des problèmes qui sont éclatés. Et on le sait très bien que si jamais le Rassemblement national était amené, parce qu'il apparaît, d'après les premiers résultats, qu'il sera très dur au nouveau Front populaire d'avoir la majorité absolue. En tout cas, le Rassemblement national est en position potentielle de l'avoir. Et je pense qu'en effet, le troisième tour, si le Rassemblement national se fait élire à la majorité absolue, se fera dans la rue. Et là, ce sera vraiment une situation extrêmement dangereuse et chaotique pour la France, puisqu'on sait que ces deux camps, étant classés à l'extrême, et c'est parfois pas un hasard, se répondront coup pour coup. Et là, la France sera profondément déstabilisée dans son intégrité, je dirais même. Donc ça, c'est un des premiers dangers auxquels on doit faire face. Et j'appelle d'ailleurs les responsables politiques des deux camps qui s'opposeront, que ce soit le nouveau Front populaire ou le Rassemblement national, à être clair sur cette question d'éviter une forme de combat de rue. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en effet, est-ce que si Macron appelle à voter pour le nouveau Front populaire, ça va l'aider ou pas ? Je ne sais pas. Vous savez, c'est déjà un des arguments du Rassemblement national. Mais M. Pérémoni... L'extrême gauche a fait élire Macron et maintenant M. Macron va faire élire l'extrême gauche. Ça montre qu'ils sont copains comme cochons, excusez-moi l'expression. Et donc voilà, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc est-ce que ce sera un argument favorable au nouveau Front populaire ? J'ai un doute. Monsieur Pérémoni, justement, si on fait le calcul mathématique, si le nouveau Front populaire garde ses 30% avec les 21% de la majorité présidentielle, je pense qu'il remportera cette élection au deuxième tour. Alors, il faudra voir les calculs sur le terrain. Vous savez, vous avez déjà d'énormes surprises sur le terrain. Vous avez par exemple quelqu'un comme François Ruffin, qui était un député extrêmement apprécié dans la région. D'ailleurs, je viens de la Somme. Donc là, qui vient de perdre, il sera au second tour avec le soutien de La République En Marche et face au Rassemblement national qui est passé largement devant. On a Fabien Roussel, qui est quand même une des têtes de liste de ce nouveau Front populaire qui s'est fait battre au premier tour. On a comme ça des cas extrêmement complexes.
Alors, je ne pense pas qu'on peut penser les choses d'un point de vue mathématique. Et la question, c'est en effet, est-ce que les gens d'ensemble de la majorité présidentielle iront voter pour le nouveau Front populaire? Je pense qu'il y a beaucoup encore aujourd'hui qui sont réticents. Je peux vous dire pourquoi. Vous savez, on parle aux gens sur le terrain. Le fait que le nouveau Front populaire va jusqu'à Poutou, par exemple, Poutou, l'ancien parti du nouveau parti anticapitaliste, qui veut désarmer, ouvrir toutes les frontières. Tout ça n'est pas crédible pour une grande partie des gens. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon est pour la sortie totale du nucléaire. Bon, voilà, pour la plupart des Français, c'est totalement incompréhensible, parce que le nucléaire est une énergie qui fait une partie de la puissance de la France. Donc, il y a beaucoup de positions pour lesquelles les gens vont être très réticents à aller soutenir le nouveau Front populaire. Et tout l'enjeu de ce second tour, c'est en effet le nombre de gens qui franchiront le cap d'aller ou non voter pour le nouveau Front populaire. Alors, une dernière question, M. Perimoni. Quand on regarde un petit peu les chiffres du Rassemblement national, il est peut-être qu'il aura une majorité relative entre 230 et 280 sièges. D'après vous, comment va être l'Assemblée française le 7 juillet? Elle sera ingouvernable, malheureusement. Malheureusement, on aura un président qui, comme on le voit, est déconnecté maintenant de la réalité. Vous savez, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dans les médias français disant que voilà, il y avait une ambiance de fin de règne, que voilà, la sortie de secours était ouverte au plus vite pour lui. Donc voilà, il est un peu en fin de règne. Donc on aura, s'il n'y a pas de majorité absolue, on aura évidemment la capacité de rassembler l'extrême gauche, l'extrême centre et l'extrême droite sur des projets, je dirais, des projets structurels qui apporteraient vraiment un changement aux Français. Donc je pense que ça va être ingouvernable. Il faudra attendre un an pour une nouvelle dissolution, voire peut-être à la rentrée, peut-être le départ du président pour de nouvelles élections présidentielles. Voilà, merci M. Perimoni. Restez avec nous, on revient au débat. Merci à vous. Alors, messieurs, avant de poursuivre un petit peu cette discussion justement sur le résultat du premier tour des législatives françaises, on va regarder les réactions des premiers électeurs français interviewés par nos envoyés spéciaux de Al24 News à Paris et à Marseille. Moi, j'ai toujours voté à gauche. Donc, il y a une union de la gauche, le nouveau Front populaire. Donc j'ai voté sans trop réfléchir. J'ai voté pour des partis républicains et pas pour... J'ai l'impression qu'on veut trier les Français de nationalité d'ailleurs, on va dire, et d'autres Français. Donc on est un peu inquiète pour le futur du pays. Donc on part voter, on prend en compte la gravité de ce que la France peut devenir demain. Donc on part dans cet état d'esprit-là en essayant de faire changer les choses avec notre vote. Donc je sais pas trop. Là le but c'est d'essayer avant tout de garder, de voter pour faire valoir nos droits, faire valoir... nos droits et surtout, je pense que là, ce qui est important, c'est faire barrage à l'extrême droite. Je pense qu'on a beaucoup joué, il y a des gens qui ont beaucoup joué avec la peur, avec les peurs, avec des choses qui sont pas très, pas très jolies et qui ont amplifié un certain nombre de choses qui n'existent pas ou qui ont carrément menti. Et puis voilà, après, les gens, quand on leur explique toute la journée qu'il faut qu'ils aient peur, qu'il faut qu'ils soient inquiets et qu'il faut se méfier des autres, ils finissent par le faire. Je pense qu'on a un travail à faire en tant que partisans des valeurs démocratiques et des valeurs qui sont celles de la France, de promouvoir les valeurs anti-extrêmes. Moi, j'ai voté pour le Front populaire, alors que le candidat n'est pas mon candidat, mais pour lutter contre l'arrivée du fascisme, tout simplement, puisqu'on a quand même là des gens d'extrême droite qui sont plus violents que les fascistes de l'époque. Voilà. Surtout pas l'exclusion, comme on peut voir maintenant, et qui monte en fait dans les discours dans notre entourage. Donc moi, c'est la solidarité. Voilà, c'était les réactions des premiers électeurs ce matin français pour ces premiers tours des législatives. Faisal Matawi, une abstention de 34%, c'est une première, d'autant plus qu'il y a
également 2,5 millions de procurations établies, 4 fois plus qu'en 2022. Oui, et l'abstention, généralement, elle est en faveur de l'extrême droite. C'est historiquement prouvé. L'abstention, il va falloir étudier les départements où il y a eu ce taux d'abstention. Je pense que le taux de participation sera important parce que les Français ont compris que leur pays court vers le chaos, parce que s'il n'y a pas de majorité, je pense qu'il n'y aura pas de majorité absolue au Parlement, le pays sera effectivement ingouvernable, avec un président qui a compris que quelque part, peut-être qu'il a un peu échoué dans sa manière de gérer le pays. Une alliance, même si on peut penser une alliance ensemble, parce que vous aurez remarqué que Gabriel Attal, qui nourrit des ambitions présidentielles, à mon avis, n'a pas critiqué le nouveau Front populaire dans sa déclaration. Il a juste appelé à voter contre l'extrême droite. Il n'a pas dit qu'il faut voter contre le nouveau Front populaire. Ça veut dire qu'on est préparé l'après 7 juillet, une probable alliance entre les deux. Bon, quoique ça reste très difficile à croire ou à concrétiser sur le terrain. Et vous avez vu comment les premiers électeurs interviewés par Al24, comment ils ont aussi compris que le pays est en danger d'une vague fasciste. C'est ces vagues qui ont mené l'Europe vers la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne et en Italie, et comment des partis extrémistes avec des idées dangereuses et haineuses ont provoqué la mort de millions de personnes. Et les polarisations, je pense, actuelles dans la France d'aujourd'hui sont liées d'abord à l'échec des anciens partis traditionnels, parce que le Parti socialiste français, qu'est-ce qu'il en reste ? Le Parti communiste français, la même chose. L'ancien centre-droite, la droite gaulliste, elle a complètement disparu. Et donc, c'est des nouvelles idées qui se sont apparues et qui font qu'aujourd'hui, des polarisations sont aussi liées à la politique extérieure. Parce que vous aurez remarqué que la situation à Gaza, la situation dramatique à Gaza, la position prise par les uns et les autres, a montré les limites d'une certaine liberté d'expression. Parce que, entre parenthèses rapidement Salim, le Rassemblement national, qui était un parti antisémite, un parti anti-arabe, un parti islamophobe depuis sa création dans les années 70, est curieusement devenu ami avec Israël. Et c'est maintenant le nouveau Front populaire qui est critiqué, qui est même attaqué d'antisémite. Tout à l'heure, j'ai vu quelques débats après l'annonce des résultats. Tout de suite, il y a des intervenants dans les chaînes, justement, qu'on a évoquées tout à l'heure, les chaînes qui ont fait le lit, qui tout de suite, maintenant, on accuse directement le nouveau Front populaire d'être un parti contre les Juifs. Donc vous voyez comment ces polarisations, comment ces idées extrémistes peuvent mener un pays qui a des institutions, qui a une histoire politique, même mouvementée, avec des rois et des présidents, vers une situation très compliquée comme celle d'aujourd'hui. Merci Faisal. Nous avons avec nous, à partir de Paris, Mamila Kadri, élue municipale chargée de la jeunesse et des quartiers. Elle a participé justement au vote toute la journée. Madame Kadri, vous êtes avec nous ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, première réaction après la tombée des chiffres sur les résultats du premier tour des législatives ce soir en France. Alors, bien que les sondages annonçaient un petit peu la couleur, on peut dire qu'on tombe sous la stupéfaction, la colère, la déception. On a pu tout de même, et je pense qu'il faut le relever, constater un taux de participation assez important. Chez nous, dans le quartier populaire, on a vu la mobilisation des jeunes, la mobilisation des immigrés français. Mais la concentration dans les grandes villes de ces populations pourra-t-elle empêcher le raz-de-marée le 7 juillet ? C'est la question qu'on se pose. Le vote RN n'aura pas le résultat attendu. Et on l'espère vraiment, parce que le taux de participation pour ce premier tour, c'est du jamais vu depuis 1981. Et on espère que cela pourrait permettre de noyer le vote du RN. Alors, le RN, justement, n'a pas réussi à décrocher grand-chose dans l'Île-de-France. Et sa victoire s'est surtout concentrée dans le sud de la France et notamment à l'est de la France. Comment, justement, la communauté immigrée et maghrébine, notamment, ou africaine, qui est de nationalité française, qui a participé à ce scrutin, voit l'avenir de la France après ces résultats?
Alors, probablement qu'en Île-de-France, enfin du moins je vais prêcher pour ma paroisse, dans mon C'est département, normal. dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, les associations culturelles des différentes diasporas, les organisations musulmanes se sont très investies dans ce scrutin et ont appelé à faire barrage au vote de l'extrême droite. Et je pense que le message semble être passé. C'est peut-être ce qui explique les résultats obtenus en Île-de-France. Parce qu'il y a vraiment eu un investissement de la part des différentes diasporas, de la part des associations, de la part des différentes communautés maghrébines, algériennes en particulier dans le Val-de-Marne, parce qu'on compte une communauté algérienne très importante. Je pense qu'ils ont joué un rôle important dans la mobilisation. D'ailleurs, ça se traduit dans les urnes, puisque vous le savez, l'abstention est un gros problème en France. Souvent, l'abstention, c'est dans nos quartiers populaires, c'est nos jeunes. C'est nos électeurs issus de l'immigration qui font le choix de s'abstenir. Et le rôle qu'ont joué les associations et les différentes communautés, l'organisation musulmane, ont probablement eu un impact positif sur la mobilisation. Alors, justement, quand on parle de scrutin et surtout de communautés immigrées, Madame Qadri, quel est le taux de participation aujourd'hui dans votre région? On parle, selon les chiffres, l'abstention est de 34%. Aujourd'hui, est-ce que ces résultats vont pousser à réduire le taux d'abstention? Alors, je pense que là, on est face à une situation qui est quand même historique. Nous avons le RN qui est aux portes du pouvoir. Tout à fait. Donc il y a, je pense, un sursaut citoyen de la part des jeunes, des moins jeunes, des personnes issues de l'immigration qui ont le droit au vote. Et j'espère que du coup, ça permettra de s'impliquer davantage en politique pour les scrutins futurs. Alors, je suppose que vous avez l'habitude d'assister au scrutin. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les immigrés, notamment qui étaient souvent coupés de la politique, se sont impliqués un peu plus durant ce scrutin? Alors moi, je suis issue d'un quartier très populaire, oui. À Villejuif, et j'ai tenu le bureau de vote toute la journée aujourd'hui, de 8h à 20h. Donc je peux vous assurer que oui, les jeunes de la communauté, des communautés maghrébines, africaines, immigrées de manière générale se sont mobilisés. D'ailleurs, pour exemple, je vais prendre l'exemple de Villejuif, comme la ville voisine Vitry-sur-Seine. D'ailleurs, vous aviez reçu Monsieur Belloc sur votre chaîne il y a quelques mois, oui, qui est lui-même suppléant de la députée qui vient d'être réélue. Donc sur nos deux villes, nos députés ont été élus dès le premier tour. Voilà. Et ça, on le doit à la mobilisation de nos quartiers. Merci Madame Mamila Qadri, élue justement municipale chargée de la jeunesse et des quartiers à Paris. Restez avec nous, on revient au débat. Avant de poursuivre le débat, on va écouter la réaction de notre envoyé spécial à Paris, Kanem Bouaziz, qui fait justement une analyse ou une synthèse de ce qui se passe actuellement à Paris, notamment lors des rassemblements après ce scrutin. Oui, Salim, un rassemblement suite aux résultats inédits du Rassemblement national pour ce premier tour des élections législatives. Ici, la mobilisation est à son acmé, une mobilisation républicaine. Le mot d'ordre est simple, ne pas laisser, comme ils disent, le fascisme passer. Le mot d'ordre, donc, c'est la mobilisation pour le deuxième tour qui aura lieu donc le 7 juillet. Ici, les gens sont mobilisés, bien comme vous le voyez derrière moi, mais surtout scandalisés, outrés. Eux qui pensaient, eux qui ont grandi dans cette hantise de la montée de l'extrême droite et du fascisme, aujourd'hui sont en train de vérifier que leur cauchemar est peut-être en train de se réaliser. Donc le mot d'ordre est la mobilisation, la mobilisation, la mobilisation.
mobilisation et on se rend compte que de plus en plus de monde viennent rejoindre ici la place de la République, tout comme les policiers. D'ailleurs, vers Bobigny, il y a eu des échauffourées et il y a eu des affrontements avec les forces de police, tout comme Lyon. Donc vous voyez, la nuit ne sera pas de tout repos pour ce premier tour législatif où, on le rappelle, le Rassemblement national a engrangé 30% des voix. Merci Karim Bouaziz en direct justement de Paris, juste après, quelques heures après justement les résultats de ce scrutin. Sofiane Baroudi, on voit que la mobilisation était forte pour faire barrage au Rassemblement national, malgré un petit peu cette coalition entre le RN et le LR, les Républicains. Déjà, bon, par rapport à la coalition entre le LR et le RN, on va dire que c'est une coalition qui est très fragilisée, vu que beaucoup de cadres des Républicains ont contesté le fait qu'Éric Ciotti... Il n'y a que le camp de Ciotti. Ouais. Qu'Éric Ciotti ait choisi cette coalition. Il y a même des grandes figures du gaullisme comme Dominique de Villepin qui ont même appelé à voter pour le nouveau Front Populaire. Oui. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 tours. Le deuxième tour sera très important et très intense, mais il y a aussi la rue qui s'invite dans cette équation. Parce que dès le départ, par exemple, la secrétaire générale de la CGT avait averti en disant qu'il y aura une mobilisation ample des syndicats qui pourraient même aller vers des grandes grèves pour faire barrage au Rassemblement national et surtout à ce qui est considéré comme étant un danger fasciste. Il y a aussi pour la première fois dans le nouveau Front Populaire non seulement l'implication de partis politiques, on va dire classiques, comme le Parti communiste ou le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, mais il y a aussi des collectifs citoyens et notamment des collectifs qui représentent la jeunesse des quartiers populaires et aussi, comme je le disais, les syndicats. Et donc je pense que le facteur de la mobilisation de rue va monter crescendo. Après, il faut savoir aussi que, si vous voulez, les actes ou alors le comportement des militants d'extrême droite et des groupes d'extrême droite violents d'obédience fasciste qui n'ont pas été dissous par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin d'ailleurs, au contraire de certains groupes de gauche qui ont débouté le ministère de l'Intérieur pour des tentatives de dissolution. Je citerai par exemple Palestine vaincra ou alors le collectif Les Soulèvements de la Terre. Ces groupes sont aussi très violents et ont orchestré pas mal de descentes violentes contre des lieux notamment habités par des Français d'origine étrangère et des actes islamophobes, ce qui n'est pas rapporté par les médias. La ville de Lyon est particulièrement un épicentre de ce genre de comportement, ce qui a occasionné aussi des confrontations et des affrontements entre des groupes antifascistes et des militants fascistes. Ce genre d'événement pourra se reproduire et je pense que la mobilisation va de plus en plus s'amplifier. Il y a d'ores et déjà un appel qui est lancé pour le 14 juillet pour une grande manifestation contre le racisme et contre l'extrême droite fasciste. Cet appel-là va survenir un jour très très symbolique. D'ailleurs, il y aura sûrement un appel aussi de l'extrême droite et donc il faudra suivre de très très près les mobilisations qui sont amplifiés, il faut le dire, par les appels à faire barrage, notamment des footballeurs qui sont souvent issus de l'immigration. Qui sont actuellement impliqués dans la Coupe d'Europe. Par exemple, il y a Marcus Thuram qui a eu des propos très importants. Il y a aussi Ibrahima Konaté qui a réenchéri en appelant à se mobiliser. Il y a Kylian Mbappé. Il y a aussi des stars du monde de la musique et notamment des rappeurs qui sont très très impliqués. Je citerai par exemple le cas du rappeur Medine qui est assez populaire et qui a appelé à se mobiliser en faveur. Il y a eu même la réaction de Depardieu. Hein. Oui, mais je pense que les mobilisations de rue, comme évoquées par Karim à Paris ou à Lyon, ne sont pas suffisantes pour changer la donne. La donne, comme l'a expliqué Mme Mamillet tout à l'heure, c'est celle d'aller participer massivement. Il y a combien d'étrangers, de Français d'origine étrangère en France ? 7, 8 millions, 9 même millions. Plus, il y a 7 à 8 millions d'abstentionnistes. Ces abstentionnistes, la plupart se recrutent parmi les Français de l'étranger. Donc si ces personnes, ces électeurs, potentiels électeurs ne se mobilisent pas pour changer, c'est bien, comme l'a souligné Sofiane Kelly, des appels de leaders d'opinion comme les footballeurs, comme les artistes, bien qu'on n'a pas beaucoup entendu les artistes français appelés à voter pour le Front. On le sait pourquoi, on en a parlé la semaine passée. Parce qu'ils sont tenus par les lobbies de l'argent et les lobbies de l'argent. Et tout le monde est accusé d'apologie du terrorisme, déjà en prenant position pour les Palestiniens qui se font génocider. Il y a aussi, si vous voulez, une criminalisation de l'opinion en France qui est très forte. Bien sûr, et même les militants antifascistes, la plupart sont fichés S. Exactement. Ils sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Considérés comme de potentiels terroristes. Et ça, il faut s'interroger pourquoi il y a cette
ce système. Parce que l'extrême droite, elle est sur une vague ascendante. C'est une vague ascendante. Elle a remporté les élections européennes, elle a remporté le premier tour des élections législatives. Il y a beaucoup de fortes chances, entre guillemets, qu'elle remporte aussi le deuxième tour. Donc tous les sondages le disent, tous les politologues le disent, parce que cette extrême droite se nourrit aussi de beaucoup de puissance d'argent. Bolloré, cité par Sofiane tout à l'heure, est un homme d'affaires qui milite pour chasser les Noirs et les Arabes de France, qui milite pour qu'il y ait des Français à 100% peau blanche, etc., etc. Et donc, ces lobbies de l'argent, ils ont aussi leur poids dans le choix, dans les orientations. Vous allez suivre les débats entre les deux tours, vous allez voir qu'une grande partie de ce débat est orientée contre le nouveau Front populaire en France, et on va expliquer les idées de Bardella. On a évoqué dans une précédente émission Salim, comment Bardella a occupé le terrain des médias ces derniers mois, et il a été le premier grâce à visible. TF1 et CNews. Et toutes les chaînes, une bonne partie des chaînes, on lui ont servi la soupe. BFM TV. Et donc, comme si on était en train de préparer ce qui allait arriver, parce que l'extrême droite, je ne pense pas qu'elle va s'arrêter en si bon chemin. Le seul moyen de lui barrer la route, c'est d'aller participer massivement et de voter pour les autres forces politiques. Voilà, on va revenir un petit peu à Paris avec M. Youssef Boussoumah. Vous êtes avec nous? Oui. Oui, alors M. Boussoumah, première réaction au discours de Bardella et l'appel justement au vote du nouveau Front populaire. Aujourd'hui, la France est en danger, et notamment, surtout, après l'arrivée de l'extrême droite presque aux marches du pouvoir. Oui, je souscris. Je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Absolument. Tout à fait raison. La France est dans une situation de crise très grave. Très grave, depuis, je le dis bien, depuis le régime de Pétain, puisque l'extrême droite risque d'arriver légalement au pouvoir cette fois-ci. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est que ce qu'il y a de très très grave, c'est que se trouve face à une crise identitaire. La plupart des gens qui ont voté pour le Front National, pour le Rassemblement National, je le répète, ne l'ont pas fait pour son programme, que souvent d'ailleurs ils ne connaissent même pas. Ils l'ont fait par haine des étrangers. C'est-à-dire qu'on a distillé la haine des étrangers pendant des années et des années. Et je dois dire que le Parti socialiste a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Puisque depuis les années 80, on se souvient qu'en 86, Mitterrand, en mettant la proportionnelle, avait permis au Front National, dans le but de diviser la droite, eh bien, de s'asseoir durablement dans la vie politique française. Et le résultat, le voilà. Alors, au lieu d'éduquer les gens à l'ouverture d'esprit, on les a éduqués à la haine, on les a éduqués. Et quand le Parti socialiste lui-même a pris des mesures, fait des lois contre l'immigration, a commencé à avoir une attitude xénophobe, et on se souvient avec le Premier ministre Valls, eh bien, c'est évident que cela a boosté l'extrême droite. En tout cas, tout n'est pas perdu. On l'a dit, beaucoup de jeunes dans les quartiers, moi je le vois, pour des centaines de jeunes que j'ai vus, qui sont allés voter, qui vont voter, et nous incitent nous-mêmes dans nos médias indépendants, tous ces jeunes à aller voter. Le problème, c'est que si effectivement il y a encore une grande abstention, c'est parce que souvent ils ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Nous n'avons pas disposé du temps qu'il fallait pour nous inscrire, pour les inciter à s'inscrire sur la liste électorale. Mais alors, et même pour le second tour, ça va être un peu difficile. Cela dit, tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, la grande échéance, c'est l'élection présidentielle. Alors, soit que M. Macron démissionne et organise de nouvelles élections présidentielles, ou soit les élections présidentielles de 2025. Justement, M. Boussoumah, on parle beaucoup de la démission de Macron. Est-ce que cela ne va pas rajouter à la crise de la politique française s'il y a encore une nouvelle élection présidentielle anticipée, bien sûr après la dissolution de l'Assemblée et le lancement justement des législatives anticipées? Aujourd'hui, pratiquement le paysage politique français est disons, en pleine désintégration. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un paysage dévasté. Macron, je pense, d'après ce qu'on entend dire, gouvernerait peut-être par ordonnance, ou pourrait gouverner avec un gouvernement de techniciens, de technocrates, en attendant mieux, en attendant donc l'année qui lui permettra ensuite de dissoudre à nouveau l'Assemblée, ou alors d'annoncer sa démission. Mais en tout cas, c'est vrai que la France va au-devant
d'une situation, à mon avis, c'est vrai, très dure. Or, ce qu'il faut dire, c'est que on a quand même, c'est vrai, des groupes fascistes qui sont là. Ce qui inquiète beaucoup la gauche et l'extrême gauche au cas où il y aurait un gouvernement avec Bardella, c'est que vous imaginez que l'extrême droite mettrait la main sur tous les fichiers de tous les militants de gauche et d'extrême gauche. Ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. C'est pour ça que tout le monde veut tout faire pour qu'absolument il n'y ait pas de gouvernement d'extrême droite, parce que je ne sais pas si on peut imaginer, mais l'extrême droite, c'est-à-dire que des groupes d'extrême droite, comme alors, le GUD, on a annoncé la dissolution du GUD, mais il existe bien d'autres groupes d'extrême droite, mettrait la main par le ministère de l'Intérieur sur les fichiers, pourrait effectivement commencer. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'avenir est lourd, mais en même temps, il y a un espoir. Il y a un grand espoir, je le dis, la mobilisation dans les quartiers populaires ne cesse de croître. C'est vrai que malheureusement, ces quartiers étaient en retard et votre intervenant sur le plateau a tout à fait raison de le dire. Malheureusement, on a un grand déficit, mais si nous avons du temps, si nous disposons de plusieurs mois et d'ouverture des listes électorales, alors je crois qu'il y aura un énorme bond en avant, parce que je crois qu'il y a quand même une grande prise de conscience actuellement. Hein. Et si effectivement il y a une abstention, je le dis, il s'agit de gens qui de toute façon n'étaient pas inscrits. Mais je sais que beaucoup de mosquées, et c'est un fait, ont appelé à voter, et y compris pour la gauche. Je l'ai vu près de la grande mosquée de Paris, en me baladant dans les alentours, il y a plein d'affiches qui appellent à voter pour le Front populaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réserves de voix qui existent dans ce pays. Monsieur Mélenchon l'a dit tout à l'heure. La question est de savoir dans quel pays nous voulons vivre. C'est vraiment deux choix de société qui s'opposent. Soit le choix de l'extrême droite, soit le choix de la gauche. En fait, c'est le véritable enjeu de cette élection. Alors bien sûr, il y a les mesures sociales, il y a tout cela, mais en vérité, c'est dans quel type de société on veut vivre. Et est-ce que c'est une société ouverte ou une société fermée? Et je crois que c'est à cette question que les Français vont devoir répondre. Alors, encore une fois, M. Attal n'a pas été clair du tout, puisqu'il il demande à ce qu'il y ait un désistement dans le cas de Triangulaire, en faveur des partis qui partagent ce qu'il a dit des valeurs républicaines. Bon, on sait très bien qu'il avait déjà dit auparavant que la FI était exclue de cela, Monsieur Édouard Philippe. Donc, en tout cas, tout va se jouer dans les reports. Moi, je suis assez confiant. Je pense que la France va être... Monsieur Boussouma, est-ce que vous êtes justement, disons-le, un petit peu optimiste par rapport à ces voix qui vont basculer vers la gauche après l'appel de Gabriel Attal? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a vu que Ciotti représente à peu près 4%. Hein. C'est-à-dire que le Front National, sans Ciotti, d'après les estimations que j'ai lues, aurait fait à peu près 29%. Hein. Très bien. Et la France, c'est Ciotti qui apporte 4%. C'est pas rien. Si Ciotti n'avait pas apporté ses voix, il y aurait à peu près jeu égal entre le Front National et la gauche. Hein. Alors, tout va dépendre. Alors là, c'est vrai qu'il y a de grandes inconnues. Nous misons en tout cas sur un réflexe, disons, réellement républicain de la part de personnalités qui sont de droite, mais qui sont malgré tout républicaines. On a vu quand même M. De Villepin faire un appel. On a vu un certain nombre de personnes faire des appels en ce sens. Alors, moi, je suis optimiste en général. Hein. Je pense que vous avez signalé, vous avez raison de signaler que pas mal de personnalités du sport se sont exprimées. Alors, je pense malgré tout que le Front National, même si la majorité, elle sera très légère et ça ne lui permettra pas vraiment de s'imposer. Et je pense que, moi, c'est l'hypothèse que je fais. Hein. Macron gouvernera avec des technocrates en attendant quelque chose. En tout cas, je pense que des reports vont se faire parce que beaucoup de gens se rendent compte que le Front National, c'est vraiment une catastrophe. Des gens qui pour autant sont des libéraux, sont de droite, mais ils se rendent compte que effectivement c'est le Front National qui va créer le problème et non pas la gauche. Alors, si on évoque certains scénarios et on parle un petit peu d'absence de majorité parlementaire, est-ce qu'on peut espérer justement qu'une cohabitation s'installe entre les deux mouvements, d'extrême gauche et d'extrême droite, devant un président qui est affaibli par les résultats de ce scrutin?
Une cohabitation, qu'entendez-vous par cohabitation? Quand on dit cohabitation, ça veut dire qu'ils sont obligés de cohabiter le temps soit de faire des concessions d'une part et d'autre. Parce que s'il n'y a pas une majorité à l'Assemblée. Non, pas du tout. Mélenchon, et je pense que Mélenchon a quand même un poids considérable au sein de la gauche. Jamais il n'acceptera cela. Jamais. Je pense que ça va être une opposition absolument résolue, déterminée, et il n'y aura même pas d'alliance de circonstances comme à l'Assemblée contre... la situation est beaucoup trop grave actuellement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il adviendra justement de l'Assemblée? Comment cette situation de blocage va un petit peu conduire à une nouvelle crise encore plus profonde dans le paysage politique français? Vous avez parfaitement raison de le dire. Il est possible que M. Macron se donne les pleins pouvoirs, comme la Constitution le lui permet. Je crois que les intervenants l'avaient dit tout à l'heure, il avait tout à fait raison. M. Macron peut effectivement considérer que la situation est grave et donc gouverner par ordonnance, en s'octroyant les pleins pouvoirs, comme ce fut le cas pour le général de Gaulle, lors du putsch des généraux, justement. Tout à fait, oui. En 58. 61. Oui, le putsch de 61, oui. Et donc, du coup, je pense qu'on va vers plutôt une situation comme cela. Mais je ne vois pas du tout... je pense que... D'abord, on verra le résultat la semaine prochaine. Mais en tout cas, Bardella va être très, très embêté pour assurer un gouvernement. Je ne pense pas qu'il ira en fonction des résultats. Mais je ne pense pas que Bardella acceptera, si son résultat n'est pas assez important, je ne pense pas qu'il acceptera de se mouiller en assumant un gouvernement homogène, Front National. Par contre, peut-être avec une partie de la droite, ça c'est un risque. Il est effectivement possible que dans ce cas-là, si une partie importante de la droite, en tout cas sur l'exemple de Ciotti, rallie le Front National, et ça c'est pas impossible si on a vu les déclarations ce soir de certains leaders de la droite, alors là, dans ce cas, il pourrait y avoir un gouvernement. Mais effectivement, vos intervenants l'ont dit, les syndicats sont là, il y aura une réaction de la société civile française qui, je le pense, va être quand même considérable, et on va être devant une crise à la fois politique, une crise sociale assez importante. Et merci. Vraiment, on ne peut pas vraiment prédire. Merci, M. Boussouma. Restez avec nous, on va poursuivre le débat. Sofiane Baroudi, vous voulez réagir justement aux déclarations de M. Boussouma? Déjà, moi je pense que l'option du blocage institutionnel est très probable. Et bon, le président français Emmanuel Macron a une panoplie de choix qui sont... Est-ce que c'est un scénario qui lui convient? Je pense que déjà le calcul a été fait avec la dissolution du Parlement des choix potentiels. Il a évoqué le scénario des pleins pouvoirs ou des pouvoirs spéciaux qui ont été utilisés par le général de Gaulle au lendemain du putsch des généraux d'Alger en 1961. Et il faut aussi rappeler que la Constitution est la Constitution de 1958 qui est née d'un coup d'État aussi, d'un coup d'État colonial. Et même la question coloniale reste très très posée en France. Et je pense que, surtout qu'il y a les Jeux Olympiques qui sont un événement planétaire très important, qui sont accueillis par Paris. On a oublié justement cet événement planétaire qui intervient en pleine crise politique française. Mais là, à ce moment-là, Sofiane, si vous permettez, la grande question est pourquoi Macron a dissous le Parlement? Je pense pourquoi il a dissous? Il sait parfaitement que l'extrême droite qui est sortie vainqueur des élections européennes avait beaucoup de chance pour remporter ces élections. C'était un risque pris. Et d'ailleurs, le président Macron a été beaucoup critiqué pour ça. Surtout que la campagne électorale était très courte, les gens n'ont pas eu le temps de développer. Oui. Et donc ça a donné ça. Mais peut-être que le calcul, c'est de gouverner par décret, justement, de s'octroyer les pouvoirs spéciaux. Comme si on a préparé le terrain. Vous avez évoqué, Sofiane et vous, Salim, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est des milliers de personnes qui vont venir, les journalistes, les athlètes, les accompagnateurs, les techniciens, les dirigeants. Paris deviendra une ville où il doit être sécurisé suffisamment. Alors, comment organiser des Jeux Olympiques dans un pays qui part vers une déstabilisation? Parce que la déstabilisation constitutionnelle, comme l'a expliqué notre invité, Sofiane, va mener le président Macron
il y a des options qui se produisent, parce que je pense qu'il sera impossible d'avoir un Parlement qui va fonctionner. Avec le schéma qui est actuel, avec ces taux très rapprochés, avec ces divisions, avec ces polarisations, avec ces extrémismes, notamment l'extrémisme de la droite, parce que la droite populiste ne s'allie pas avec les autres, le Parlement ne va pas fonctionner, donc il reste au président Macron l'ordonnance, gérée par ordonnance avec le gouvernement technocrate, il sera très critiqué, parce qu'il se trouve que la France est un pays démocratique. La deuxième chose, c'est les pouvoirs spéciaux. Mais les pouvoirs spéciaux du général de Gaulle en 1961, c'était à une période de guerre. La France était en guerre, vous savez, guerre de libération nationale en Algérie. Et donc, c'est une situation exceptionnelle qui justifiait, entre guillemets, les pouvoirs spéciaux. Est-ce que cela sera justifié alors que tous les yeux du monde entier seront braqués sur Paris avec les Jeux Olympiques? Alors, vous pouvez imaginer un pays où il y a les Jeux Olympiques, c'est le symbole de la paix, du vivre ensemble, où il y a un président qui a un pouvoir spécial, qui va gérer le pays avec un Parlement bloqué. C'est vraiment un scénario très très compliqué à penser, disons, à imaginer qu'il aura lieu dans la France en 2024. Sofiane Baroudi, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je pense que même la situation, si vous voulez, de la prégnance de la guerre est actuellement présente, y compris pour le cas français. Il faut rappeler déjà qu'on est dans une séquence où un conflit de haute intensité a cours en Europe actuellement et qu'il y a une implication. D'ailleurs, même le président français a fait, si vous voulez, a choqué l'opinion publique en disant qu'il allait envoyer des troupes sur le sol ukrainien, qu'il y avait du coup une implication. Le conflit au Moyen-Orient aussi, et le génocide perpétré contre le peuple palestinien, mais aussi les velléités d'escalade, notamment au Liban, préoccupent beaucoup en France parce qu'il y a la possibilité qu'il y ait des répercussions directes, et lui-même a évoqué un scénario de guerre civile qu'il n'est pas le premier à évoquer. Parce que je rappelle qu'il y a eu, par exemple, il y a 3-4 ans, la fameuse tribune des généraux, qui sont des anciens hauts gradés de l'armée française, qui ont aussi parlé de la nécessité d'intervenir dans le champ politique parce qu'il y avait potentiellement une guerre civile. Et donc, connaissons aussi l'extrême droite de type fasciste, et on va dire qu'ils ne sont pas vraiment mus par les principes démocratiques, mais plutôt par d'autres formes qui sont très autoritaires, y compris pour la prise du pouvoir. Il y a un autre élément à savoir, c'est-à-dire que même si l'extrême droite a la majorité absolue, le président français, de par la constitution de la Ve République, n'est pas dans l'obligation de nommer Jordan Bardella comme Premier ministre. C'est-à-dire qu'il peut aller au-delà de ça et nommer quand même un gouvernement technocratique, ce qui pourra occasionner une réaction de l'extrême droite assez virulente. Il faut savoir que l'extrême droite est très soutenue dans les milieux sécuritaires, dans la police, aussi dans l'armée. Elle a, si vous voulez, une base assez importante. Et on peut aller, comme je le disais tout à l'heure, vers une forme de confrontation et une crise sociale entre des blocs contestataires contre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et une volonté forcenée de l'extrême droite de prendre le pouvoir. Oui, mais je pense que la France ne peut pas remettre... parce qu'il faut penser aussi aux relations extérieures. Il est connu que l'extrême droite française n'a pas du tout de bon rapport avec l'Algérie, pour citer cet exemple. Occasionner une crise. L'Algérie est un pays qui a été colonisé pendant 132 ans. L'Algérie continue de réclamer la reconnaissance de ses crimes. L'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans le Sud, la restitution des archives, etc. C'est des dossiers qui sont en cours. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient abroger les accords de 68. Les accords de 1968 qui ne reconnaissent pas, ils appellent ça la repentance, qui n'acceptent pas du tout un débat sur le passé colonial français qui était pour eux un passé positif. Il y a le dossier de l'immigration. Il y a beaucoup. Si l'extrême droite arrive à gouverner, mais bien que je suis d'accord avec notre invité, Jordan Bardella est en train de nourrir des ambitions présidentielles. Il ne doit pas se mouiller actuellement alors que la France a un déficit budgétaire de près de 3 000 milliards d'euros. Donc c'est une situation économique très difficile, politique très difficile. Donc le futur de la France par rapport à ses partenaires, parce que c'est important en quelques secondes, avec ses partenaires est important lorsqu'il y aura un gouvernement d'extrême droite. Je pense que cette question sera un petit peu plus débattue après le second tour avec les éclairages et surtout un petit peu les prévisions qui seront soutenues après les résultats définitifs. Madame Kadri, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Oui, alors, quelques heures depuis la publication des résultats, quel est le sentiment de la rue parisienne aujourd'hui? Alors, nous, pour l'instant, comme je vous le disais, nous sommes actuellement en train de proclamer les résultats sur notre ville, où on aura la chance de ne pas connaître de deuxième tour, puisque nous sommes une ville très populaire, où la gauche et le nouveau front populaire s'est affirmé ce soir grâce à la mobilisation. Donc, c'est plutôt rassurant.
J'ai pas encore eu l'occasion de voir l'ensemble des résultats sur la région parisienne, mais ce qu'il en ressort des premiers éléments que j'ai, c'est que en Île-de-France, malgré la participation qui n'atteint pas encore nos aspirations, on est plutôt satisfait des résultats du nouveau Front populaire. Je voudrais, si vous me le permettez, rebondir sur l'analyse de Monsieur Boussouma, si j'écorche pas son nom. Voilà, que je partage en partie. Néanmoins, il y a une partie avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est la question de l'abstention. Monsieur Boussouma disait que l'abstention est due au fait que les gens ne soient pas inscrits sur les listes électorales. Depuis quelques années en France, à partir de 18 ans, les jeunes qui se sont fait recenser sont tous inscrits sur les listes électorales. Moi, je pense plutôt que l'abstention est plutôt due au désespoir, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui font un rejet de la politique. Dans les quartiers populaires, les jeunes ont vécu la période Sarkozy qui voulait nettoyer les quartiers au Karcher. Oui. Ces dernières années, sous le gouvernement de Macron, c'est toutes les polémiques je dirais, islamophobes, les polémiques autour de l'abaya. À la rentrée de septembre dernier, Gabriel Attal avait sorti une circulaire interdisant les jeunes filles de porter de longues robes. Mais c'était les jeunes filles voilées qui étaient visées. Donc, à la rentrée scolaire, donc les écoles manquaient de moyens, l'éducation nationale manquait de moyens, n'avait pas de professeurs, pas de matériel, et la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de pointer les jeunes femmes musulmanes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans les quartiers, il y a une sorte de révolte, et cette révolte se traduit par l'abstention. Aujourd'hui, la situation fait que Macron a été désavoué. Alors ça, c'est mon avis personnel. La dissolution de l'Assemblée nationale, pour moi, est une décision suicidaire. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y. Oui, excusez-moi. La dissolution de l'Assemblée nationale a été une décision suicidaire. La France, aujourd'hui, est instable. Et donc? La France est instable et elle est difficilement gouvernable. Donc, le RN sera fort, certes, mais il ne peut pas avoir la majorité absolue. S'il y a un front républicain, avec le retrait des candidats en troisième position, là où le RN est au second tour, à ce moment-là, Macron prendra ses responsabilités. Et la question, c'est maintenant, si la droite et le centre acceptent de se désister, parce qu'il y aura beaucoup de triangulaires et de quadrangulaires possibles, Apparemment, on a perdu le fil avec Madame Mamila Kadri. On revient avec elle après une courte pause. Avant de revenir au débat et à la discussion et au live avec nos amis de Paris, messieurs, s'il y a un homme politique français qui s'est exprimé, qui a alerté sur la montée de l'extrémisme et de l'extrême droite en France, c'est bien Dominique de Villepin. On l'écoute dans une intervention justement qu'il a faite à Alger pour parler justement de la montée justement du racisme et également de la montée de l'extrême droite. Même un président de la République, sur des questions comme celle-ci, même un Parlement, on l'a vu sur les questions de mémoire, un Parlement doit-il légiférer sur les questions de mémoire? Même un président n'a pas le pouvoir, avec un petit chiffon, d'effacer les drames du passé d'un seul coup. Ça participe de toute une population, et donc d'une mémoire plurielle, d'une mémoire extraordinairement diverse, et encore, à bien des égards, conflictuelle. Et il est important que les actes concernant deux pays aussi proches que la France et l'Algérie ne soient pas détournés de leur vocation. Et vous voyez bien comment aujourd'hui en France, dans un paysage qui est un paysage extrêmement marqué par la division, marqué par la progression de l'extrême droite,
des sujets qui apparaissent, vous le dites, aussi simples à régler, divisent. Ce qui est important, c'est d'avancer ensemble dans la plus grande unité possible de nos peuples, de nos sociétés et de nos dirigeants. Un mot qui aujourd'hui ferait saigner encore davantage la mémoire d'un côté ou de l'autre ne remplirait pas son office. Alors, c'était l'intervention de Dominique de Villepin. Sofiane Baroudi, vous étiez justement à l'ITFC lors de son intervention. Conférence qu'il avait donnée le mois dernier à Alger. L'intervention parle surtout de la thématique mémorielle qui est très importante. Il est surtout, il est un petit peu toujours présent sur le plateau de télévision pour dénoncer la montée. Il a même appelé à faire barrage à l'extrême droite ouvertement. Tout à fait. Et il a soutenu un petit peu les Palestiniens durant plusieurs mois de ce conflit sur les plateaux de télévision contre Vos et Maré. C'était le diplomate et aussi l'homme politique qui était le plus incisif dans ses déclarations. D'ailleurs, il a même été, on va dire, lynché médiatiquement à cause de ça. On a amalgamé par un les propos médias qu'il a tenu. mainstream. Exactement. Ce qui est important dans cette intervention, à mon avis, c'est le fait que l'extrême droite, comme l'a dit notre invité Youssef Boussoumah en début d'émission, remet en cause un petit peu les liens. Pas qu'elle remette en cause, elle est fondamentalement et profondément colonialiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cadres du Front National, du Rassemblement National, qui proviennent de la tradition de l'organisation armée secrète, qui font l'apologie d'organisations fascistes, terroristes, l'apologie aussi des crimes du colonialisme. Et si vous voulez, dans la thématique de reconstruction de relations qui seraient apaisées à travers notamment la connaissance mémorielle, parce qu'il y a une commission d'historiens mixtes dans l'objectif et aussi de tracer un récit commun afin déjà d'amener à la reconnaissance nécessaire des crimes contre l'humanité perpétrés par la colonisation en Algérie, mais aussi d'aller en avant vers, si vous voulez, la reconstruction de ponts nécessaires, vu aussi, si vous voulez, l'imbrication ou alors l'interpénétration, notamment de la communauté algérienne en France, mais aussi d'une certaine communauté française en Algérie. Il y a un lien important et l'extrême droite risque de souffler aussi, si vous voulez, tous les efforts qui sont faits dans le cadre de cette reconstruction, notamment en amenant un discours qui est incendiaire, parce que en Algérie, la question mémorielle est plus ou moins apaisée. Il y a un récit national qui est assez. En France, il y a des groupes mémoriaux qui sont en confrontation les uns contre les autres, et ça reste une question très très virulente qui peut, si vous voulez, vraiment faire embraser non seulement le champ politique, mais aussi le champ social. Je rappelle que par exemple, même le cœur, si vous voulez, du soutien d'Éric Ciotti au Rassemblement National, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la région notamment qui est connue pour abriter la plupart de ce qui est appelé par eux les rapatriés d'Algérie, et donc beaucoup de nostalgiques de l'époque coloniale. Et si vous voulez, une montée de l'extrême droite, ou en tout cas une prise de pouvoir de l'extrême droite, pourrait être très très problématique pour cette question-là. Et c'est une question qui est encore très vivace aussi dans les quartiers populaires, où la question de la décolonisation reste encore posée, parce qu'il y a un malaise historique en France. C'est-à-dire que les jeunes générations ne connaissent pas vraiment ce qui s'est passé historiquement, que ce soit la période coloniale ou aussi d'autres épisodes. Je citerai notamment l'épisode de la collaboration et de Vichy, qui est glorifié par une certaine extrême droite. C'est une tache noire dans l'histoire de la France, le régime de Vichy. Parce qu'il faut rappeler aussi l'histoire, il faut rappeler que Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, le père, parce que il faut rappeler que le Front National et le Rassemblement National, c'est une histoire familiale aussi. C'est pas le père, c'est la fille, c'est pas la fille, c'est la petite. Je rappelle qu'il y a 3 filles, enfin deux filles de Jean-Marie Le Pen et une petite fille de Jean-Marie Le Pen qui sont justement dans ce scrutin, qui sont en course. Absolument. Comment ce clan familial, avec ses idées puantes, parce qu'il faut les appeler comme ça, extrémistes, etc., arrive à s'asseoir sur une partie de la France. Vous avez évoqué, Sofiane a évoqué le sud de la France. C'est vrai que les anciens de l'OAS, les anciens de l'Algérie française sont dans cette région, et je pense que l'extrême droite française n'est pas l'extrême droite italienne. Parce que l'extrême droite italienne, qui gouverne actuellement l'Italie, est beaucoup plus réaliste. Regardez comment ces rapports sont faits avec les pays étrangers, avec les partenaires étrangers dans l'Algérie. Et donc l'extrême droite française est dans le rejet, et dans le reniement, et dans la remise en cause de l'histoire, dans le mensonge. Et je pense que dans le futur, si cette extrême droite arrive à gouverner, bien que je l'écarte, parce que
ce serait très compliqué pour la France d'avoir des relations apaisées avec d'autres pays. Vous savez qu'il y a théoriquement une visite du président algérien lors de l'automne prochain, avec une situation pareille où il y a des questionnements sur de remise en cause de beaucoup de choses, parce que le Rassemblement national remet en cause veut contester les accords de 1968. Et il est conseillé, curieusement, par un ancien ambassadeur qui a oublié son droit de réserve, qui a oublié les conventions de Vienne, Xavier Driancourt. C'est lui-même qui a mené la bataille contre ces accords, qui ne sont pas un privilège, parce que la France a colonisé l'Algérie pendant 132 ans, a pillé, a commis des massacres, notamment les essais nucléaires dans le sud algérien. Nous sommes en train toujours à gérer des séquelles de payer ça. Donc c'est la moindre des choses. Et la moindre des choses, la non-reconnaissance du passé colonial, etc., ça va compliquer davantage les relations de la France avec ses partenaires. Je pense qu'il y a une partie de l'élite française, bien qu'il y ait une partie de l'élite qui est un peu lâche, qui a laissé faire l'extrême droite s'imposer dans l'espace médiatique. Entre parenthèses, Salim, il y a des Français d'origine étrangère qui sont dans le Front National, dont des Algériens. Il faudrait leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils font dans ce parti? Parce qu'il y avait des liens historiquement entre les rapatriés. C'est une question, Faisal, que je pose rapidement à Youssef Boussoumah. Monsieur Boussoumah, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Alors, Faisal Matawi se posait la question, que fait des Algériens dans le Rassemblement national qui sont candidats justement pour ce parti lors de ces législatives? Il y a tout un contraste. On parle souvent d'immigration, mais on oublie qu'on utilise parfois l'immigration pour arriver au pouvoir. Mais vous savez, ce phénomène est vraiment pour moi une des conséquences de la colonisation. En fait, on a l'impression qu'en France, pour beaucoup, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Et d'une certaine façon... Tout à fait, oui, vous avez raison. Je pense que beaucoup n'ont jamais digéré l'indépendance de l'Algérie est restée comme une arête coincée dans la gorge d'un certain nombre de dirigeants. Et je suis tout à fait d'accord, je partage ce qui a été dit. Le sud de la France, vous savez, j'ai un ami qui habite dans le sud de la France, du côté de Nîmes, enfin j'en ai beaucoup, et on a coutume d'appeler le sud de la France l'Alabama française. Parce que vraiment, ça a été transformé en Alabama, en Mississippi, à l'époque de l'esclavage. Pour beaucoup, il y a une telle haine de tout ce qui est arabe, c'est à peine croyable. Parce qu'effectivement, on a là-bas beaucoup, malheureusement, de populations arctiques qui ont été instrumentalisées, c'est la vérité. On les a mis dans des conditions absolument incroyables après la guerre d'Algérie. Et ensuite, elles ont été instrumentalisées. On a des rapatriés pieds noirs, tous les pieds noirs, mais enfin, il y a une bonne partie des pieds noirs, malheureusement, qui sont assez revanchards. On a tout cela. Donc il y a tout un pilier d'extrême droite. Et il y a effectivement parmi eux aussi donc des Algériens. Alors il faut savoir à quel degré ils sont algériens. Je veux dire, on peut être algérien. Vous savez, tout système colonial produit aussi, et ça on l'a vu aussi bien aux États-Unis, on l'a vu aussi en Irlande, produit des personnalités complètement bouleversées, détraquées. Monsieur Boussoumah, oui. Monsieur Boussoumah, au-delà justement de vote de quelques immigrés au profit du Rassemblement national. On a vu dans un reportage de l'émission Le Quotidien que certains s'affichent ouvertement comme des alliés de l'OAS et même des anciens partisans de l'Algérie française. Aujourd'hui, l'extrémisme et les néocolonialistes sont toujours présents dans ce paysage politique français. Mais oui, parce qu'il n'y a pas eu de réelle éducation à l'anticolonialisme. C'est comme pour Pétain. On a eu la chute du régime de Pétain, mais on n'a pas eu vraiment de dénazification comme il y a eu dans d'autres pays, de dépétinisation. Pour la colonisation, c'est pareil. On n'a pas eu de réelle éducation à l'anticolonialisme et à l'antiracisme. Et donc, du coup, c'est ce qu'on disait, c'est que ces plaies sont encore béantes pour certains, je dis, qui n'ont toujours pas digéré effectivement ce qui s'est passé et l'indépendance de l'Algérie. Alors c'est vrai que le Rassemblement national pose un grand problème pour les relations futures avec l'Algérie. On sait aussi qu'il y a cette question de la reprise des délinquants, etc. Le Rassemblement national veut imposer à l'Algérie et à d'autres pays d'ailleurs, des pays du Sud, des conditions qui n'ont pas cours avec d'autres pays du Nord. Et
Et donc, il est clair qu'effectivement, vous avez eu raison de le signaler, c'est pas la même situation qu'avec l'extrême droite italienne. L'extrême droite française est éminemment coloniale. Éminemment coloniale. Et cette question de la colonisation, ben, on le voit, elle n'est toujours pas terminée. Et elle rebondit aujourd'hui. Et ce qui est grave, c'est que les gouvernements, y compris socialistes, n'ont jamais rien fait pour eux également, qui étaient de gauche, hein, pour arranger cette situation, parce qu'on sait que le Parti socialiste a été un parti extrêmement colonial et que c'était même le premier parti, pied noir en Algérie. Hein. Alors, Monsieur Boussoumah, puisqu'on va parler un petit peu de situation internationale, la montée de l'extrême droite en France a été beaucoup plus inquiété un petit peu l'Europe que la montée de l'extrême droite dans certains pays en Europe. Aujourd'hui, la France est sous les projecteurs, hein, on peut le dire, de nombreux médias, de nombreux gouvernements, encore de gauche en Europe, et qui regardent d'un mauvais œil la montée de l'extrême droite et un changement radical dans la position diplomatique et même internationale de la France en Europe et sur le plan international. Oui, oui, tout à fait. La France est un pays que tout le monde regarde. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Alors, d'abord, parce que la France joue un rôle de pivot entre les pays du Nord et les pays du Sud. D'ailleurs, sa situation géographique, elle est exactement à la moitié de l'hémisphère Nord. Hein. C'est pas un hasard. Tout à fait. Donc, la France a un rôle très, très important en Europe, de par ses relations avec l'Afrique, avec le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, etc., mais aussi de par la stature qu'a eu malgré tout la France du temps de De Gaulle, etc., et il y a encore des restes. Donc voilà, et aussi... Ah, dommage, on a perdu M. Boussoumah, peut-être on va revenir avec lui en fin d'émission. Il y a avec nous toujours Mme Kadri. Mme Kadri, vous êtes là ? Oui, je suis là. Alors, je voudrais un petit peu revenir un petit peu sur la situation, cette nouvelle situation politique en France qui inquiète, en même temps qui crée le débat. Aujourd'hui, plus que jamais, la France fait un saut dans l'inconnu, mais je reste convaincu qu'il y a une position de l'immigration qui est aujourd'hui très attendue dans les urnes le 7 juillet prochain. On sait très bien que le RN, durant toute sa campagne, a surfé justement sur la vague de l'immigration pour faire peur aux Français. Que, évidemment, le Front populaire et les composantes de cette nouvelle dynamique voient les choses d'une autre manière. Le RN, aujourd'hui, ne peut pas avoir une majorité absolue en surfant sur la vague de l'immigration, sur la vague de l'antisémitisme, parce qu'aujourd'hui, ils se rachètent quand même une virginité en se positionnant comme étant les grands défenseurs de l'antisémitisme. Alors qu'historiquement, on connaît très bien leurs positions, et notamment les positions de Jean-Marie Le Pen sur cette question-là. Donc, ils font leur beurre très clairement sur l'immigration et la sécurité. Ouais. Monsieur... Parce que pour eux, aujourd'hui, c'est le problème principal qui est dans notre pays. Sauf qu'ils ne pourront pas passer en surfant uniquement sur ces choses-là. Les Français ne sont pas dupes. Et donc, je pense vraiment qu'ils auront du mal à obtenir une majorité absolue s'il y a un front républicain en face solide et qu'on a un retrait des candidats en troisième position, là où le RN est au second tour. Donc c'est pour ça que je pense que le président de la République va jouer un rôle quand même assez déterminant sur le maintien ou non de ces candidats sur certaines circonscriptions. Parce que derrière, le danger, si le Front National arrive au pouvoir, en face, vous vous doutez bien qu'en France, il y aura un gros mouvement de résistance. Oui. Là, il nous reste encore une semaine où les Français seront partagés entre espoir et crainte. Parce qu'on a quand même un deuxième tour qui sera déterminant. Et on espère que rien n'est joué. Mais si le RN est au gouvernement, il va falloir s'attendre à de très très fortes mobilisations. Parce que, tout comme la libération de la parole, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers jours, notamment sur les réseaux sociaux,
la parole raciste s'est complètement libérée. Et elle est complètement décomplexée aujourd'hui. Donc moi, j'ai d'énormes craintes si le RN arrive au pouvoir. On craint dans les banlieues qu'il y ait un embrasement avec les forces de l'ordre, qui sont elles-mêmes très inquiétées. Et ça risque de compromettre aussi l'organisation des Jeux Olympiques. Madame Kadri, justement, en parlant justement de ce qui va se passer d'ici une semaine, il y a une chose, un facteur important, c'est le rôle des médias durant cette semaine. Comment va être traitée cette nouvelle situation politique, sachant que l'immigration n'est pas trop privilégiée dans les médias français, mais c'est plutôt le rôle des réseaux sociaux qui va être, disons, important et déterminant durant cette élection. Alors j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on a les réseaux sociaux, parce que si on devait compter sur les médias français, ce serait quand même assez compliqué. Aujourd'hui, CNews, BFM, on va le dire en toute transparence, font la campagne du RN. Oui. Que la parole est muselée. Alors moi, je suis du Front populaire, mais j'appartiens à une famille politique. Je suis communiste, je suis élue communiste, et je peux vous dire que on ne donne pas la parole aux communistes. Tout à fait, oui. Et donc, on ne nous donne pas la parole. Donc, heureusement, aujourd'hui, qu'on a des réseaux sociaux de type Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, qui nous permettent de relayer. Parce qu'aujourd'hui, le programme du Front populaire, est-ce que vous pensez qu'ils en parlent sur BFM ou sur CNews? Non, on n'en parle pas. Alors, quand on en parle, c'est pour dire que c'est utopique, alors que c'est quand même un programme qui a été validé par des grands économistes. Ou sinon, c'est pour parler que des problèmes d'immigration. Et du programme inexistant du RN, puisque c'est sa seule bataille, c'est l'immigration, l'immigration, l'immigration. Voilà, merci Madame Kadri. Je rappelle, Mamila Kadri, vous êtes élue principale chargée de la jeunesse et des quartiers à Paris. Merci d'avoir participé avec nous à cette édition spéciale sur le premier tour des législatives en France. Messieurs, un dernier mot, parce que le temps est écoulé, justement pour résumer un petit peu le rôle des médias dans cette semaine décisive avant le 7 juillet, date du second tour et des résultats définitifs de cette élection législative. Justement, notre intervenante, Mme Mamilia, parlait de la banalisation du discours raciste et haineux sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de poursuite. On a même entendu des hommes politiques proférer des menaces contre d'autres partis, et des menaces contre stigmatiser une religion, attaquer une communauté. Les politologues contemporains parlent de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, le Overton Window, c'est une théorie qui permet de banaliser les idées radicales. On les répète, on les conteste au début, on les remet en cause, et puis on découvre que ces idées peuvent éventuellement être appliquées. Je pense que cette théorie a été bien appliquée, puisque insulter le migrant, insulter une religion, parce que Bardella, durant toute la campagne, il a lié l'insécurité selon lui, il a bénéficié d'espace d'expression très large. Tout l'espace où, effectivement, et même entre les deux débats, après le débat plutôt entre les trois représentants des courants politiques, Bardella, Bompard et Attal, les critiques ou les déclarations d'experts, parce qu'il y a des experts, il y a les pseudo-experts, il y a ceux qui sont habitués, qui habitent dans les studios, il y a ceux qui viennent recycler la pensée unique ou répéter ce que leur a été soufflé, qui ont dit et qui sont tous attaqués au programme du nouveau Front populaire. Tous. Il n'y a personne remis en cause, antisémitisme, ceci et cela. Et donc je pense qu'il y a une préparation des médias pour la victoire qu'on a constatée aujourd'hui de l'extrême droite. Merci Faisal Matawi, merci Sofiane Baroudi, merci également à Youssouf Boussoubah, analyste politique en direct de Paris, et merci à Karim Bouaziz d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale de 2 heures pour commenter les résultats du premier tour des législatives en France. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les résultats du deuxième tour et surtout un nouveau paysage politique dans la France, et surtout une description totale de la politique française concernant l'avenir pour les prochains mois. Merci, restez branchés sur Al 24 News.